Chaque fois que vous prenez l'avion, ça se passe comme ça. Vous n'êtes pas parti qu'on vous a déjà fait attacher au siège et qu'on vous menace de vous mettre un masque à gaz sur la figure. Procédure descente d'urgence. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on en fait subir autant aux pilotes. Dans des simulateurs de vol comme celui-ci, ça consiste à infliger aux équipages les pires pannes qui puissent arriver dans un avion. Là, il va falloir perdre 9000 mètres en moins de 4 minutes parce qu'un hublot a explosé. Vous avez cessé de descendre ? On arrive à l'altitude de rétablissement, oui, on approche 10 000 là. Vos passagers, ils sont devenus quoi pendant ce temps ? Ah ben ça, les masques sont descendus automatiquement, donc ils les ont saisis, ils les ont pris pour respirer, normalement ils sont en bonne santé. La sécurité des hommes et des machines, c'est l'obsession des compagnies aériennes. Pour l'entretien des appareils, chez Air France, ça se passe ici, à Orly. Dans ces hangars passent tous les avions de la compagnie pour un déshabillage intégral tous les 4 à 6 ans, ce que l'on appelle la grande visite. Tous les jours, toutes les semaines, tous les 6 mois, tous les 4 à 6 ans, les constructeurs imposent à leurs clients un programme très précis d'entretien. Et pas question d'y échapper, chaque appareil est suivi toute sa vie durant. Il a une carte d'identité. Ce Boeing 747 par exemple a 20 ans, il en est à sa 4e grande visite. On fait une vérification dimensionnelle d'un défaut pour savoir si ce défaut est acceptable ou non, ou si on doit se remplacer la pièce. Et ce serait quoi le défaut là ? C'est quoi, c'est comme défaut, tu peux me dire ? Il y avait un coup sur l'encadrement de hublot, et on a très peu de tolérance, c'est-à-dire on a le droit à 2 dixièmes. De dixièmes de défaut, au-delà on doit remplacer. La peinture a été grattée, on vérifie quelques dizaines de milliers de rivets, le moindre impact est analysé. Vraisemblablement, on approche qu'il y a dû avoir un orage, un grêlon qui a dû déformer légèrement le fuselage. Et Boeing donne des normes. Au-delà de certains défauts, il faut découper le fuselage, faire une pièce de remplissage, une autre pièce pour renforcer le trou. Et s'il est acceptable, il peut rester comme ça. C'est Boeing qui décide. Comme il faut immobiliser l'avion le moins longtemps possible, pas moins de 250 techniciens vont y travailler pendant 5 semaines, souvent 24 heures sur 24. Là, on reconnaît le poste de pilotage, il a été complètement désossé pour vérifier chaque câble un par un. Les appareils sont un peu plus loin, à l'examen sur des étagères. La moindre pièce détachée coûte très cher. Exemple, cet essuie-glace, il vaut 10 000 francs l'unité. Lorsque l'appareil repartira, la facture s'élèvera à 20 ou 30 millions de francs pour un Boeing 747, presque le prix d'un avion d'occasion. Mais pour ce prix, l'appareil sera comme neuf. On a tellement confiance dans ce système d'entretien que les pilotes se contentent d'une simple vérification visuelle avant de prendre les commandes. François Grangier, commandant de bord à Air France, fait le tour de son Airbus avant de partir pour Moscou. Ça dure moins de 5 minutes et c'est obligatoire. Je regarde l'état d'usure des pneumatiques du train principal, gauche. Je regarde l'état d'usure des plaquettes de frein. Comme dans une voiture, il y a des plaquettes de frein. Et il y a un témoin ici. Pas besoin du moindre mécanicien sur la piste. Tout est dans le coup d'œil du capitaine. Dans le cockpit, on s'active déjà pour faire les vérifications et finir de préparer le vol. Inséré. Réglé. Checklist avant décollage, s'il te plaît. L'équipage s'est renseigné sur la météo, il a pris des réserves d'essence en cas de problème à l'arrivée et le poids de l'avion a été mesuré au kilo près. À gauche, volet 2, take-off vert. Volet 2, 2, 2 et take-off vert. I will take off within a couple of minutes. Thank you for your attention, have a nice flight. Toggle. Vert. 75% des accidents se produisent pendant la phase de décollage ou la phase d'atterrissage, c'est-à-dire que l'avion a une vitesse faible et il est près du sol. Première clé de la sécurité des avions, tout est en double ou en triple. Si un altimètre, un générateur électrique ou un ordinateur de bord tombe en panne, un ou deux autres prennent la relève. Du coup, le règlement autorise même le commandant dans certains cas à partir avec des pannes. Comme dans tous les avions, il y a effectivement au minimum 2 radios. Sur cet avion, il y en a 3. Donc on peut se permettre effectivement d'avoir une panne également sur l'une des radios, dans la mesure où 2 autres fonctionnent encore.
Tout est en double ou triple, y compris les équipages. Il suffit techniquement d'un seul homme pour piloter un avion, mais la sécurité impose un minimum de 2 en cas de défaillance. Et là encore, on a prévu le pire. Le commandant et son copilote prennent un repas différent avant de partir. Pas étonnant dans ces conditions que l'avion soit le moyen de transport le plus sûr du monde selon les statistiques, plus sûr que la voiture ou le train. Et pourtant... Entre la sécurité et l'accident, il y a le risque, et ce risque, il commence à 4 heures de vol de Paris, à Moscou. Les avions de l'ex-plus grande compagnie aérienne du monde sont plus ou moins bien entretenus, faute d'argent. François Grangier, lui, a un avion en parfaite santé, mais cela ne suffit pas. Pour lui, l'insécurité commence au pied de l'avion. Vous voyez, c'est pas nettoyé, le béton est fissuré partout. Il y a énormément de débris qui peuvent être aspirés par les réacteurs. Là-bas, les plaques de béton sont arrachées. Il n'y a plus de peinture. Donc vous voyez, il n'y a aucun guidage pour que les avions puissent se parquer correctement. On a vu également des chiens, c'est normal? Pas du tout. Il est évident qu'un chien errant sur un parking ou près d'une piste d'atterrissage, c'est formellement interdit. L'animal pourrait être ingéré par les réacteurs. Il est évident que le réacteur ne le supporterait pas. Regardez celui-là, avec un sac à provisions à la main. Il est dans le périmètre de sécurité. Le réacteur est en route, il va passer devant. Là, si je mets les phares et que je roule, je ne le vois pas. De là où je suis, je ne sais pas où il est. Je vois son ombre, il passe sous l'avion. Une deuxième personne passe là. Je ne sais pas qui sont ces gens. Je veux dire, c'est caricatural à ce stade-là. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je desserre le frein de parc et je m'en vais. J'en aspire 2 avec mes réacteurs. Piste en mauvais état, trafic suspendu sans prévenir, contrôleur qui parle mal anglais. Il a beau se mettre en colère, le commandant Grangier. Il n'y peut rien. À Moscou comme ailleurs, ce sont les autorités du pays qui sont seules responsables de la sécurité. En France, la sécurité, elle repose sur les épaules de ces hommes, les contrôleurs de la DGAC, l'aviation civile. Leur mission, faire appliquer les normes de sécurité françaises sur les avions français et internationales sur les autres. Ils peuvent débarquer au pied des avions sans prévenir et ont toute compétence pour demander le permis de conduire des pilotes, les papiers des avions, voir leur état d'entretien ou vérifier les gilets de sauvetage. Bonjour. Bonjour. Donc mon collègue Yann Lorec. Cet avion est immatriculé en Belgique, mais il vole pour le compte d'un transporteur français, Air Liberté. Carte grise, assurance, certificat attestant que l'appareil a passé les visites d'entretien obligatoires. Tout est en règle, reste au pilote à montrer son permis de conduire. Donc ce qui est important, c'est de voir s'il est qualifié sur cette machine. Donc là, sur 727, c'est bon. Cette licence ne peut être renouvelée que si s'il a subi une visite médicale satisfaisante. La seule chose qu'il y a dessus, c'est que je suis obligé à porter des lunettes. Voilà. Vous voyez? Ok. Voilà. Le port des lunettes obligatoire. Donc, en Europe, en fait, c'est pratiquement impossible qu'un avion puisse échapper à la DGAC locale, nationale, en fait. C'est pratiquement impossible. Vous ne sauriez pas le faire. Une visite de la DGAC, ça ressemblerait presque à un contrôle routier, sauf qu'on ne demande jamais au pilote de souffler dans le ballon. Bah, si on voyait que manifestement un commandant de bord n'est pas en état de s'asseoir et de prendre le manche de son appareil, on interviendrait. Mais Qu'il verrait. faudrait qu'il ait vraiment bu et qu'il ait une attitude qui attire vraiment l'attention. Mais des contrôles d'alcoolémie tels qu'on l'entend au bord de la route, à la DGAC, il n'y en a pas. Nos agents, en théorie, ont tous les pouvoirs, mais ils ont surtout beaucoup de contraintes. Cet avion, par exemple, est en retard. Il n'est pas question de gêner le vol et le travail des pilotes. Coincés entre femmes de ménage et passagers, les 2 hommes vont renoncer. On n'aurait pas fait un bon contrôle, donc on aurait gêné pour pas être efficace, donc on préfère laisser tomber et revenir sur une autre fois.
Alors pour éviter d'être contrôlé, mieux vaut arriver en retard et repartir tout de suite. Ne vous y trompez pas pourtant, ces contrôles inopinés peuvent sembler légers, mais les compagnies françaises l'ont appris, ils peuvent être lourds de conséquences. En 1988, l'aviation civile n'avait pas hésité à clouer au sol pendant 6 semaines les avions d'une compagnie charter de Mulhouse, le Pointer. Nous avons constaté des tas de choses presque incroyables. Il y avait à bord des pilotes qui n'avaient pas la qualification pour la machine en question. C'est-à-dire, c'est comme si un pilote d'autobus conduisait des passagers sans son permis de conduire les autobus. Depuis toujours, la sécurité des charters et des vols à bas prix a mauvaise réputation. Ces vols sont-ils pour autant plus dangereux que les autres? Plus aujourd'hui, à en croire les responsables de l'aviation civile. Je pense que le niveau de sécurité rencontré, que ce soit à bord d'une société de type charter ou une société qui assure une exploitation de type régulier, le niveau de sécurité est le même. Alors qu'est-ce qui peut faire la différence? Je parle de sociétés de droit français. Qu'en est-il des charters étrangers? Dans la plupart des pays européens et d'Amérique du Nord, la réglementation est aussi sévère qu'en France et les DGAC locales ont des moyens de contrôle importants. Résultat, les compagnies charters s'estiment aussi sûres que les transporteurs réguliers. Je pense absolument qu'il n'y a aucune raison, lorsqu'on vole avec une compagnie, encore une fois venant des grands pays aéronautiques, de s'inquiéter, je dirais plus ou moins, dans le cas d'un vol régulier ou d'un vol charter. Le problème de la DGAC, c'est qu'il atterrit tous les jours à Roissy ou Orly des centaines d'avions charters ou réguliers de toute nationalité. Cet avion, par exemple, est siglé Égyptair, il est immatriculé à Oman et appartient à la compagnie Gulf Air. La législation est différente, les Français ne la connaissent en général pas, la langue pose problème, pas facile pour nos limiers de faire plus qu'une visite superficielle. Vous parlez français? Un peu. Is there a validity of license? For Egypt, no. For yes. I'm from Oman to Egypt. Yes, it's just to give us authority to fly their plane, Omani plane. Yes. I mean, because it's leased from Gulf company, Gulf Air. Okay. Ah, okay. Okay. Here you can read documentation, documents, log. Okay. Okay. And the aircraft radio station. Yes. And the certificate of approval aircraft installation. Thank you. You're welcome. Anyway, it's nice to meet somebody from civil aviation from Paris. Yes. Okay. Thank you very much. And you are welcome. Have a nice flight. Bye bye. Bye bye. Ils sont gentils à la DGAC. C'est pas comme la FAA. Avec eux, c'est une autre histoire. Another story. La FAA, c'est l'équivalent de l'aviation civile aux États-Unis. Eux, ils n'ont pas confiance et ils n'ont pas hésité à publier une liste noire où chaque pays est noté sur sa sécurité. Quand on a un, tout va bien. Quand on a deux, on est sous surveillance. Rien ne va plus lorsqu'on a trois, comme la Gambie ou le Ghana, deux pays dont les compagnies sont carrément interdites d'atterrir aux États-Unis. Le 7 février 1996, un Boeing 757 s'abîme en mer au large de Puerto Plata, en République dominicaine. Les 172 passagers sont des touristes allemands, de retour de vacances. En Allemagne, l'émotion est énorme. La boîte noire est à peine sortie de l'eau que toute une partie de l'opinion publique pointe le doigt vers le pays d'origine de la compagnie, la Turquie, déjà mal notée depuis longtemps par les Américains. Un accident suffit-il à condamner toute l'aviation d'un pays? À Istanbul, la compagnie Onur, qui propose actuellement les vols les moins chers entre l'Europe et la Turquie, défend les couleurs turques. En Allemagne, les compagnies aériennes turques dérangent beaucoup les aériens allemands. Un accident d'avion, ça a été peut-être la raison de leur de montrer les avions turcs comme pas très fiables. L'entretien d'un avion anglais, français ou américain n'est pas différent de l'avion turc. À quelques pas des bureaux, le chef d'escale nous emmène visiter les bâtiments techniques. À l'écart, dans un recoin de l'aéroport, ils font plutôt pâle figure. La compagnie, malgré une flotte de 5 Airbus A320, n'a pas de hangar d'entretien à elle et doit louer des locaux à la compagnie nationale Turkish Airlines pour faire les visites d'entretien de ses avions. Pourtant, sous l'apparence délabrée, la compagnie abrite un important stock de pièces détachées neuves, comme ses freins
à 125 000 francs l'unité. Les pièces réparables, quant à elles, partent en France. Pour tout ce qui est petites pièces courantes, on en achète des neuves. Si ce sont des pièces réparables, ça part en France. Tous nos composants électroniques sont réparés par Air France. Preuve de sa compétence technique, la compagnie est toute fière d'exhiber des récompenses obtenues auprès d'Airbus Industrie. Les appareils sont le dernier cri de la technologie aérienne. Ils ont été achetés il y a 2 ans et demi. Ils volent beaucoup, 3300 heures par an. Mais d'après les certificats, ils subissent le même entretien que n'importe quel autre Airbus dans le monde. Selon l'ombre au tableau, les pilotes, leur temps de vol, légal en Turquie, excède largement les limites qu'autoriserait la législation française. On ne peut pas dépasser 10 heures par jour et 110 heures par mois. C'est un maximum. 100 ou 110 heures par mois pour un pilote qui fait du moyen courrier. Ce n'est pas du tout raisonnable. Et Dieu soit loué, ça ne se produit pas en France. C'est pas fatigant, c'est un très bon travail. Si vous aimez votre travail, c'est jamais fatigant. L'individu peut effectivement se laisser contraindre par son entreprise ou être obligé, sans quoi il est licencié, de voler ce temps de vol-là, qui est un temps de vol qui est totalement déraisonnable. Temps de vol excessif, stress, fatigue, réaction face à l'inconnu, 80% des accidents mettent en cause l'homme. Ce facteur humain est d'abord une affaire d'entraînement technique. Toutes les grandes compagnies ont des appareils comme celui-ci, des simulateurs de vol à 30 millions de francs l'unité. On s'y entraîne à affronter des pannes graves. Procédure feu moteur 4. Les pilotes des grandes compagnies occidentales en font 8 heures par an. La législation française en impose 4 heures. À 10 000 francs la séance, il n'est même pas sûr que toutes les compagnies du monde puissent se le permettre. Mais au-delà de la technique, on demande aujourd'hui aux pilotes d'être plus qu'un as du volant. Un manager de cockpit, ça veut dire quelqu'un qui est capable d'abord d'établir des relations humaines avec son voisin, qui est le copilote, qui ne commence pas à établir une relation d'affrontement avec son voisin ou une relation de rapport de force, même s'il y a un commandant et un copilote. Ils sont tous les deux les pilotes de l'avion et il faut qu'ils travaillent en équipe. Il ne faut pas qu'ils travaillent l'un contre l'autre. Aussi fou que cela puisse paraître, cela ne va pas de soi. Un accident comme celui-ci est entièrement dû à une mésentente de l'équipage. Le capitaine est canadien, le copilote est coréen, il parle mal l'anglais. Selon cette transcription des dialogues des pilotes, à 30 mètres du sol, les deux hommes donnent des ordres contradictoires à l'appareil. Pousse ta main, mais pousse-la! Mais qu'est-ce qu'on fout là? On décolle? Non, non! Qu'est-ce que tu fais, mon vieux? Mais arrête! Tu vas nous tuer! Les passagers et l'équipage n'auront eu que quelques secondes pour sortir de l'avion avant qu'il n'explose. Là, le commandant de bord. Les pilotes sont des hommes comme les autres. Exemple le plus tragique, l'accident du Cap Skirring au Sénégal en 1992. D'un seul coup, ils ont vu des lumières, qui étaient les lumières d'un campement. Puis ils se sont approchés, puis au dernier moment, le copilote, après la boîte qu'on a pu entendre, a aperçu les arbres, ils ont remis les gaz, mais c'était trop tard. On s'est écrasé là-dedans. Et c'est pas explicable, hein. C'est explicable par une inconscience complète des deux pilotes, quoi. Pas possible, autrement. Des abus nocturnes, des libations nocturnes. Ça pourrait venir de là. On n'est jamais à l'abri des accidents. Les États-Unis sont un grand pays d'aéronautique, grand constructeur. Et c'est un pays où il y a eu des accidents aussi, récemment encore. Absolument. Bon, on pense à American Airlines très récemment en Colombie, par exemple. Il y a eu un accident qui met en cause de façon directe la responsabilité de l'équipage. Ils étaient très peu attentifs. Et finalement, et donc ils se sont déportés, à l'extérieur du couloir. Et ne sachant plus très bien où ils étaient, ils ont cru qu'ils étaient en finale, ils ont sorti les roues, et puis bon, ils sont partis dans la montagne. De la compagnie American Airlines, réputée une des plus sûres du monde, aux transporteurs exotiques incontrôlés, en passant par le geste criminel, impossible d'oublier le facteur humain. Le risque zéro n'existe pas. À Absheim en Alsace en 1988, cet Airbus d'Air France avait trouvé le moyen de s'écraser devant les caméras de télévision. C'était un vol de démonstration.